Oui, ce travail est consacré au tango rioplatense, plus précisément à ses diverses formes d'activation à partir d'une perspective historique et contextuelle. À la lumière de la réflexion théorique de Nelson Goodman sur les fonctionnements symboliques des œuvres d'art, je cherche à répondre qu'est-ce qu'on veut dire par l'activation d'un tango, quelles ont été historiquement les manières dont il a été activé et comment son fonctionnement symbolique a-t-il varié en fonction des différents contextes de représentation, ça veut dire en Argentine ou ailleurs principalement. Pour ce faire, il est nécessaire de présenter les principales informations relatives à son histoire et à son identité ontologique. Ce n'est qu'à partir de ces parcours que nous pourrons réfléchir aux conditions qui pourraient assurer sa correcte activation. Par rapport à cet objet, je considère qu'il faut tenir compte de trois facteurs fondamentaux qui sont eux-mêmes liés. Tout d'abord, qu'il s'agit d'un genre qui réunit trois formes artistiques, la musique, la danse et la poésie, et auquel est associé un grand nombre de symboles qui sont les reflets de son ancrage socioculturel et de son évolution historique. Et de plus, il faut considérer qu'il est associé à une sorte de pathos inhérent à la idiosynkrasie des deux nations dans lesquelles il a été créé, Argentine et Uruguay, et à l'histoire même des agents culturels qui ont participé. Deuxièmement, et pratiquement depuis ses origines, le genre s'est mondialisé au fur et à mesure qu'il a atteint des autres horizons, ses modes d'activation ont changé. Et troisièmement, l'histoire du tango en tant que genre populaire urbain apparu à la fin du 19e siècle a évolué parallèlement au développement de principaux mass médias, les disques, la radio, le cinéma et la télévision. C'est pour ça que l'analyse de la multiplicité et de la variabilité de ces formes d'activation doit être envisagée en relation avec ces faits. Sur la base de ce qui vient d'être dit, il est nécessaire de préciser que, de la même manière que ce qui a été exposé dans le cas de flamenco, avec la présentation de ma collègue Chloé, ce qu'on désigne tango ne peut pas être regroupé dans un seul type d'objet, puisqu'il s'agit d'un ensemble de productions hétérogènes. C'est pourquoi, dans ces cas aussi, il est nécessaire de parler des différentes formes d'activation. L'objectif de ce travail est donc de mettre en lumière quelles sont été ces différentes formes et de préciser, sur la base de quelques exemples précis, qu'impliquerait le correct ou incorrect fonctionnement. Pour ce faire, je vais utiliser des documents historiques et des partitions, ainsi que des exemples phonographiques et vidéographiques. Je considère la réflexion de ce travail un peu comme une étape fondamentale pour soutenir ce qui sera plus tard ma thèse doctorale, qui est consacrée à l'analyse des différentes formes d'activation du tango dans les genres opératique. Et là, on voit deux exemples de photos de María de Buenos Aires d'Astor Piazzolla et de l'ombre de Wenceslao de Martín Matalón. Quelques précisions historiques sur le tango. Et le tango est né au cours de dernière décennie du 19e siècle dans les classes populaires de la région du Rio de la Plata, que c'est l'estuaire reliant le ville de Montevideo en Uruguay et de Buenos Aires en Argentine. Il converge les coutumes et les formes artistiques des descendants d'esclaves africains, menés pour le travail forcé à l'époque de la colonie espagnole, des créoles, qui sont les personnes nées sur le territoire ayant des origines surtout espagnoles, et de nouveaux immigrants, principalement espagnols et italiens, mais aussi français ou allemands et plus, et dans une moindre mesure, oui, des autres nationalités, qui sont arrivés et dans ces vies par deux vagues d'immigration massive à partir de 1870. Pendant cette période et jusqu'aux premières décennies du XXe siècle, le genre a construit son identité en accompagnant les processus d'intégration sociale d'une classe ouvrière hétérogène, composée principalement des groupes sociaux que je viens d'évoquer. Les contenus sémantiques des titres et des paroles de tango reflètent les sentiments et les coutumes de cette classe dans un jargon appelé lunfardo. Ce jargon est le résultat du mélange de mots et d'expressions provenant de différentes langues des groupes d'immigrés dans leur rencontre avec l'espagnol du Rio de la Plata. Et l'étreinte ou l'abrazo, qui caractérise la danse tango, est également considéré par certains théoriciens comme un symbole de ce processus d'intégration sociale. Au cours des deux premières décennies du XXe siècle, le tango voyage vers la capitale européenne et états-unienne où il est adopté par la bourgeoisie. Pardon, il y a une vidéo qui ne marche pas. Oui.
Il est adopté par la bourgeoisie comme l'un des symboles exotiques privilégiés pour évoquer l'érotisme. C'est alors que le genre est détaché de sa fonction sociale originelle et que ça renforce le mythe de son exclusive origine dans le maison close. Le retour au pays de cet tango bourgeoisie et mondialisé favorise le processus par lequel un certain secteur de la bourgeoisie argentine, qui l'a rejeté encore en raison de son origine raciale et de classe, commence à l'accepter comme l'un des symboles identitaires de la nation. Le genre atteint son pic de popularité et de production dans le pays entre 1935 et 1955 grâce à l'activité des grands orchestres dans le bal public et sous l'impulsion des masses médias émergents. Après cette tâche d'or, la production diminue fortement du fait des politiques spécifiques qui ont favorisé la consommation des genres internationaux tels que la rock et le pop. Et au cours des années 1960 et 1970, le tango est devenu un objet culturel démodé. Mais depuis le rétablissement de la démocratie en Argentine en 1883, le tango commence à devenir un objet culturel revalorisé. C'est alors qu'il commence à être considéré comme un dépositaire d'espoir, de tradition, en lien direct avec l'histoire du pays. En même temps, il semble fonctionner face aux exigences de localisme et d'ethnicité du marché culturel international pendant l'essor de la mondialisation. En 2009, grâce à un projet commun entre l'Argentine et l'Uruguay, le tango a été inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à l'UNESCO, comme le rapporte le journal Clarín. Et faire partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité signifie pour le tango d'être reconnu comme l'un des usages, représentations, savoirs et techniques qui se transmettent de génération en génération et qui confèrent une identité à une communauté. Sur le plan musical, je considère qu'il est fondamental de commencer par une analyse de l'identité ontologique sur ce plan, étant donné qu'une partie de l'analyse de ces formes d'activation est absolument liée à cette question. Les tangos, il faut commencer par dire que sont des œuvres écrites. Cependant, et selon les catégories abordées par Alessandro Arbo dans son ouvrage The Normativity of Musical Works, il existe dans le tango une ambivalence intrinsèque entre les catégories d'art performatif et d'art de la trace. Toute personne qui envisage d'interpréter un tango va se tourner d'abord vers la partition de celui-ci. Dans cette partition, qui a une valeur normative, il y a cependant peu d'informations. On y trouve seulement la voix principale et qui porte le texte parfois, et une harmonie simple. À partir de cette trace, l'interprète ou l'arrangeur réalise justement l'arrangement qui sera presque toujours inscrit dans une nouvelle partition. Dans ce deuxième temps, il va chercher à complexifier l'aspect harmonique et rythmique qui apparaissent dans cette partition originale. Cependant, les informations contenues dans cette nouvelle trace sont encore loin de ce qui se fera entendre au moment de l'exécution du tango. Cela est dû au fait que dans ce que nous pourrons considérer comme une troisième instance, les instrumentistes qui interprètent le tango vont ajouter des modalités d'exécution qui sont caractéristiques des justes et de l'oralité et qu'on appelle dans le tango les shaites. Ces éléments, bien qu'ils n'apparaissent généralement pas dans l'arrangement, sont des facteurs décisifs pour juger la qualité de la représentation d'un tango et son impact émotionnel sur le public. En relation à la question du timbre, l'instrument emblématique du genre est le bandoneon. L'interprétation des œuvres est généralement assurée par les orchestres typicas, composés principalement de piano, violon, contrebasse et bandoneon. Le nombre de membres des orchestres typiques varie, allant d'un quatuor à 12 membres, que c'est piano, contrebasse, 5 violons et 5 bandoneon à peu près. Et la guitare est également un instrument très fréquent. Bien qu'une grande partie du tango soit généralement instrumentale, depuis l'apparition de Carlos Gardel, considéré comme le créateur de tango chanson en 1917, la figure des chanteurs devient primordiale dans ces genres. Les chanteurs se consacrent à des carrières où ils sont engagés par les différents orchestres. Dans ces derniers cas, le timbre de chaque chanteur devient également une marque d'identité pour cet orchestre. Le travail des groupes de tango consiste donc à intercaler des nouvelles compositions qui sont en général créées par membres de groupe avec des œuvres de répertoire traditionnel.
Ces œuvres constituent un corpus que l'on retrouve aujourd'hui dans un format similaire à celui d'un real book. Lorsque les ensembles interprètent des tangos traditionnels, ils le font dans de nouvelles versions, on l'a déjà dit, et ces nouvelles versions comprennent des complexifications au niveau harmonique, dans l'accompagnement rythmique et dans la structure de l'œuvre, en particulier en ce qui concerne l'introduction et les ponts. La mélodie et les poèmes sont les seuls éléments qui restent presque toujours inchangés. La dynamique, les articulations et les phrasés sont des paramètres fondamentaux pour distinguer les versions de chaque groupe au moment d'interpréter un tango. Et le fait qu'un groupe interprète un tango de manière identique à une autre est très souvent mal perçu. Et je vais vous montrer un exemple, c'est El Recodo. Et là, on trouve qu'il y a 5 interprétations de différents orchestres, l'orchestre d'Astor Piazzolla, de Di Sarli, d'Armando Pontier, de Juan D'Arienzo et de Osvaldo Pugliese. Peut-être je ne vais pas montrer les 5, mais juste 2 ou 3, et on pourra voir comment ils sont repris. Le premier, peut-être je vais prendre le premier, oui, mais bien sûr, et la différence de l'arrangement. J'essaye avec celle de Di Sarli. À partir de cet exemple, et en suivant la théorie de Nelson Goodman, on peut dire que les œuvres de tango entreraient dans la catégorie d'art allographique. Un tango comme El Recodo serait une classe de concordance, une compliance classe, c'est-à-dire un ensemble d'éléments rassemblés à partir d'une règle. Et toutes ces interprétations seraient des exemplaires concordants à cette classe. En suivant l'idée exposée par Alessandro dans sa conférence sur l'activation des œuvres musicales à l'Université de Strasbourg, je considère que dans le cas d'une œuvre musicale telle que le recodo, l'exécution est déjà une étape de l'activation de l'œuvre, ou en tout cas, on peut dire que l'exécution de la deuxième phase d'une œuvre musicale telle que le recodo est inséparable du processus de l'activation de celle-ci. Pour illustrer cette affirmation, on peut se demander, interpréter un tango avec une cornemuse, que c'est un timbre très éloigné de la culture tango, ou à travers un orchestre symphonique qui n'incorpore d'ailleurs pas les modalités d'exécution typiques de la tradition orale. Mais ce ne serait déjà pas une mauvaise façon de l'activer. Pour ça, je vous montre un exemple que c'est El Firulete, un tango de 1858 dirigé par Daniel Barenboim avec la Chicago Symphony en 1986. Comme on peut entendre, cette exécution del firulete rend l'identification de genre un trouble. Et ce type d'orchestration et la manque de modalités d'exécution pourrait être une activation peu efficace de genre. Parce que justement qu'on perd certains aspects qui sont identitaires de genre, à ce qui concerne justement la question de timbre, des phrasés et des articulations. On peut dire donc que les pratiques d'interprétation et l'instrumentation d'une œuvre tango fassent partie de conditions matérielles qui permettent le bon fonctionnement de l'œuvre. Ensuite, je vais examiner d'autres facteurs qui entrent en jeu dans l'activation du tango et qui ne sont pas liés à la question de l'exécution, mais du contexte, c'est-à-dire de l'espace dans lequel ils se sont présentés et les différents médias utilisés. Il sera donc mis en évidence le fait que ce que nous appelons tango constitue un ensemble de production hétérogène. Et je vais essayer d'expliquer ces voies d'un point de vue chronologique et de présenter quelques exemples concrets pour réfléchir à ce qui peut impliquer une bonne ou mauvaise activation du tango.
j'ai pu identifier trois formes principales d'activation de tango. Et dans le bal, dans le format scénique qui n'est pas destiné à être dansé et à partir des enregistrements phonographiques et vidéographiques. Je commence par le bal. Et la première manifestation, voilà, il y a plusieurs sources bibliographiques qui coïncident sur le fait que les premières manifestations de tango en tant que danse publique ont lieu dans les académias ou peringundines, que c'était des locaux généralement clandestins situés dans les faubourgs de la capitale, qui étaient principalement fréquentés par des hommes. Il y avait un petit nombre de femmes qui étaient engagées pour danser avec ces hommes. Et ces hommes qui ne trouvaient pas de partenaires féminins dansaient entre eux. En ce qui concerne le son, il n'y a pas été possible de prouver qu'il y avait dans ces lieux des musiciens qui jouaient les morceaux, mais il existe de nombreuses preuves de l'utilisation de l'organito ou l'orgue de roue, que c'est une orgue mécanique pneumatique. Et le public payait pour chaque pièce qu'il souhaitait entendre à l'aide de cet appareil. La raison de l'absence des musiciens était probablement liée au fait que les propriétaires de ces lieux voulaient réduire les coûts. Ils ne pouvaient pas payer un musicien. Nous pouvons considérer qu'il s'agit d'une des premières formes d'activation du tango. Bien qu'il s'agisse d'une reproduction mécanique, ce système a permis la diffusion des œuvres sans altérer leur identité et sans entrer en conflit avec ce pourquoi il avait été créé, que c'était le divertissement par le biais justement de la danse. Je vous montre une petite vidéo sur un organisme en train de jouer un tango. Organito. Après ça, on le trouve dans le conventillos. C'était une maison collective dans des banlieues où il y avait cette classe ouvrière. Et dans ce contexte, il était joué tant par des musiciens que justement par des pianolas ou d'organitos. L'objectif principal était le divertissement de cette classe ouvrière, comme on a dit. Au cours de la dernière décennie du XIXe siècle, le tango a commencé à faire partie du répertoire de nombreux bals qui se déroulaient en plein air dans la capitale, dans les clubs des quartiers, ainsi que dans certains théâtres pour le carnaval. Lors de ces événements, il était habituel d'avoir la participation d'un grand orchestre qui interprétait un répertoire varié de genres musicaux. On trouvait la marche, le valse, le polka et aussi le tango. Ces danses ont donné naissance aux premières milongas, dans lesquelles le tango, qui inclut aussi le vals criollo et la milonga ciudadana, jouait un rôle prépondérant. La milonga est encore aujourd'hui l'un des plus importants événements du genre. En quoi consiste une milonga et comment se déroule l'activation de tango? La milonga se compose d'une grande salle avec une piste de danse au centre et une scène, un bout sur lequel se trouve généralement l'orchestre typique et le cantor ou cantora. Chanteurs-chanteuses. De nos jours, il y a souvent aussi le DJ tango qui remplace les spectacles en live. À raison de la taille de la salle, les instruments et l'orchestre et les chanteurs aussi utilisent toujours de l'amplification électrique. Les œuvres interprétées sont organisées en tandas qui consistent dans une suite de 3, 4 ou 5 morceaux qui comprennent de tango, de milonga et de valse. Et les tandas sont séparées par des cortinas qui sont des danses courtes sans rapport particulier avec le tango, au cours duquel la plupart des danseurs quittent la piste et éventuellement changent de partenaire. Il existe des codes spécifiques d'action et de circulation sur la piste de danse que tous les milongueros et milongueras connaissent et respectent. Et selon la tradition, les couples dansent en suivant les orchestres. Et s'il n'existe pas un usage pour les morceaux qui ouvrent la milonga, il existe un pour celui qui la conclut, à savoir c'est toujours la comparsita, c'est un tango de Gerardo Mato Rodríguez, et c'est l'un des tangos les plus célèbres de l'histoire. Ces tandas populaires sont généralement alternés par des spectacles donnés par un couple de danseurs. Il s'agit de maestros ou maîtres, des spécialistes qui sont engagés ou invités spécialement pour l'événement. Et je montre une petite vidéo de yoga.
Une mauvaise façon d'activer le tango dans une milonga sera, par exemple, de jouer sans renforcer son aspect rythmique, ce qui va gêner la danse. Justement, le gens ne pourra pas suivre l'orchestre avec le pas de la danse. Et, ça, c'est par rapport au format bal maintenant. Et l'autre forme dans laquelle la tango a été activée historiquement, c'est la forme scénique. Et que, comme je dis, n'était pas destiné à être dansé. Dans ces cas, on trouve les concerts dans des cafés-concerts, restos, théâtres et auditoriums. Ce format est devenu populaire dans la première décennie du XXe siècle avec des duos comme celle de Gardel-Razzano, qui incluait le tango canción dans un répertoire varié qui comprenait généralement d'autres genres musicaux. Ces représentations avaient lieu dans des bars ou des restaurants avec des tables autour de la scène. Les publics écoutaient et regardaient les concerts tout en mangeant et en buvant. Un fait curieux à souligner concernant la manière d'activer le tango est que lors des représentations de Gardel dans des cafés-concerts d'Argentine et d'Uruguay, les musiciens s'habillaient en smoking, on le voit. Cependant, lors de leur première représentation dans le bois parisien, ils devaient s'habiller en gauchos. Le gaucho est l'icône argentine des traditions rurales. C'est la preuve de la consommation exotique de genres sur les scènes internationales. En 1916, on entend déjà parler de ce duo qui s'est produit dans des importants théâtres de Buenos Aires et de l'intérieur du pays. À partir de cette décennie, l'activation du tango en version de concert est une pratique courante, indissociable du développement de la poésie tango et de l'ascension aussi de la figure des chanteurs et de la diffusion que le tango commence à avoir dans les disques et à la radio. Cette forme d'activation du tango au concert sera encore plus exploitée à partir de 1955 avec le Tango Nuevo d'Astor Piazzolla. C'est alors que le tango commence à être joué dans certaines grandes salles comme celle de l'Université de Buenos Aires ou même au Théâtre Colón de Buenos Aires. On trouve aussi ce format scénique d'activation de tango dans le théâtre, dans les sainettes et les grotesco criollo. Et, le premier dont je trouve une référence, c'est celui qui apparaît dans Justicia Criolla et qui aura été joué et dansé sur scène. Et dès lors, l'inclusion de tango dans les pièces de sainet sera inconstante, en particulier lorsque les scénarios sont développés dans des conventillos, des clubs de voisinage ou des cabarets. Il y a deux façons différentes dont le tango apparaît dans les sainettes. Le premier est le tango totalement intégré à la dynamique et à l'intrigue de la pièce, en caractérisant un personnage, une situation, ou simplement en plaçant le spectateur dans un espace déterminé. Dans l'autre forme, l'incorporation d'un tango célèbre ou d'un tango créé spécialement pour l'occasion brise la dynamique de l'œuvre. Ce tango a été interprété par des chanteurs célèbres qui ne participent pas du casting de l'œuvre. Ce type d'incorporation avait pour principal objectif de convoquer le public au théâtre. On trouve un exemple de ce premier type dans l'œuvre Le Conventillo de la Paloma de Alberto Acarezza. On voit justement le moment tango. Une autre forme d'activation du tango était dans le cinéma, où les orchestres typiques et les pianistes jouaient le tango justement pendant les projections de films. Ceci était indépendant du fait que le film soit national ou international et qu'il s'incluait du tango ou non. Et évidemment, le tango à cette époque était déjà hyper populaire. Et après, on le trouve aussi à la radio, parce que la pratique de diffuser des disques à la radio était peu courante. Mais en revanche, les orchestres jouaient en direct dans le studio ou auditorium qui était appelé phonoplatea de ces bâtiments. Les gens non seulement écoutaient le tango à la maison, mais se rendaient au concert de tango qui avait lieu dans ces auditoriums. La diffusion des disques à la radio, comme je dis, était désapprouvée. Et on ne considérait pas que c'était le but de la radio, parce que le public s'intéressait à la nouveauté des interprétations et aux premières du tango et non à se souvenir de ce qu'il avait déjà entendu sur les disques. C'est pourquoi il y avait jusqu'à 3 concerts du tango par jour avec des orchestres différents qui étaient engagés par les stations de tango. De ce fait, les artistes étaient identifiés à une station de radio particulière. Un problème lié à l'activation des tangos dans les auditoriums de stations de radio était que les microphones étaient préparés par la transmission et non pour l'amplification dans ces lieux. C'est pourquoi la voix des chanteurs ne s'entendait généralement pas, car elle était masquée justement par les orchestres.
Alors, les personnes qui se rendaient à l'auditorium savaient qu'ils n'allaient pas entendre la voix des chanteurs ou des chanteuses. Au début des années 1950, le programme de télévision commence à rivaliser avec la radio. La radio n'a plus de revenus de la publicité et les contrats avec les orchestres stables prennent fin. C'est pour ça que depuis 1970, le disque remplace le concert en direct à la radio. Et on commence à voir les émissions de tango à la télévision. La plus emblématique, c'était le Grandes Valores del Tango. Je vais mettre juste un petit extrait. Todas las noches cuando me acuesto pongo mis manos entrelazadas y solo escucho en Dios y mi almohada lo que murmuro en mi oración pensando. Maintenant, je passe à la question de l'enregistrement. Et sur la base des catégories qui ont été proposées par Alessandro, je vais faire référence à deux types d'enregistrement, l'enregistrement document et l'enregistrement construction. Dans le cas de l'enregistrement construction, les documents justement d'une exécution et la condition pour ce type d'enregistrement est que soit le résultat aussi proche que possible d'une exécution unique. Les disques ont permis une large diffusion de tango, non seulement à Buenos Aires, mais aussi dans toute l'Argentine et dans le monde entier. Et avec les disques, voyageaient aussi les interprètes et les partitions. En 1902 apparaît le premier enregistrement de tango dans ce qu'on appelle le répertoire créole. Et entre 1905 et 1910, on trouve des tangos interprétés par des orchestres étrangers tels que la Garde républicaine de France. Mais il est important de noter que ces formations, jusqu'aux années 10 à peu près, n'avaient pas de bandoneon. Le premier enregistrement d'un orchestre doté de l'instrument a lieu en 1910. Il s'agit du groupe de Vicente Greco. Il a donné le nom d'Orchestra Típica Criolla. Il s'agissait d'un quatuor composé par un bandoneon, une flûte, violon et deux guitares. Une façon de saisir comment le tango s'est porté bien à travers les disques et de prêter attention aux chiffres. Vous voyez là, entre 1902 et 1910, ils ont été enregistrés 324 tangos, entre 1910 et 1920, 2500, et entre 1902 et 1950, il y a 16 800 tangos qui ont été enregistrés. Et ça évidence évidemment la question de comment le tango se porte tout au long de ce demi-siècle et comment l'expansion du genre. Pour comprendre la technique de l'enregistrement acoustique, il faut savoir que l'égalisation était physique, c'est-à-dire que les variables de présence sonore des instruments dans l'enregistrement s'obtenaient en rapprochant ou en éloignant les musiciens et les chanteurs du pavillon de la prise de son. Pour ce faire, les studios disposaient d'une série de plateformes en bois de différentes tailles afin justement de placer les instruments les plus près possible des pavillons. Maintenant, je vais vous présenter un problème d'activation des disques de tango qui ont été enregistrés entre 1905 et 1930. Il faut savoir que les disques 68 tours de l'époque du système d'enregistrement acoustique n'étaient pas enregistrés parfois à la vitesse de 78 tours, mais à une vitesse plus lente. Et surtout en Argentine, était plus lent. Le problème se produit lorsque ces disques sont reproduits sur un nouvel appareil qui tourne à 78 tours par minute. Cela entraîne une accélération par rapport à l'enregistrement original avec la modification de l'auteur qui en découle. Ce problème est connu depuis longtemps, bien qu'il soit pris en compte par le chercheur dans certains domaines comme la musique lyrique. La musique classique, il n'y a pas été suffisamment prise en considération par ceux qui s'occupent de la musique populaire en Argentine. Cette situation fait qu'un pourcentage élevé de rééditions qui ont été faites sur les enregistrements réalisés entre 1905 et 1930 ne reflètent pas les caractéristiques de l'interprétation originale. Et je vous propose comme exemple le tango Dandy, chanté par Carlos Gardel, avec la correction. Au début, on va l'entendre à une vitesse plus rapide. Andy, ahora te llaman los que no te conocieron cuando entonces era cerrado. Et on entend maintenant avec la correction. Andy, ahora te llaman los que no te conocieron cuando entonces eras cerrado.
porque pasas por niño bien. Y ahora te creen que sos un gran bacán, mas yo serán. Maintenant, je passe à l'enregistrement en construction. Dans ce cas, la fixation de la trace est assurée par le système au régime autre que l'écriture, c'est-à-dire par exemple la phonographie. Et je propose comme exemple Confianzas de Gotham Project, qui c'est un groupe de tango électronique et qui est justement issu de la fusion entre le tango et la musique électronique. Je vous montre un peu de ce projet, cette vidéo. Se sienta a la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Et je passe à la dernière forme d'activation que je voudrais souligner de tango, c'est le cinéma, qui a été l'un des moyens les plus importants d'activation de tango depuis cette origine, avant que cette forme d'art n'inclue les sons, avant même que les premiers enregistrements phonographiques ne soient réalisés. La première référence au tango dans un film date d'environ 1900. Il s'agit d'un court-métrage d'Eugenio Pi intitulé Tango Argentino, d'une durée approximative de 3 minutes. Ce film, comme la plupart des films muets argentins, a disparu. Selon les témoignages de ceux qui l'ont vu, il était possible d'y voir un homme faire une démonstration de danse tango. D'après les quelques références que nous avons trouvées dans le contexte international, nous pouvons affirmer que pendant la première période du cinéma muet, le tango est principalement activé en tant que danse dans le contexte de la danse publique et que l'on accorde peu d'importance à l'interprétation musicale. Ce qui montre les deux exemples suivants qui correspondent à des films français des années 1910, La mort qui tue et Max, prof de tango. Les costumes, les décorations ainsi que les codes de la danse montrent que le tango est un divertissement de la bourgeoisie. La composante populaire des genres n'a pas été activée. Dans le cinéma états-unien des années 1920, le tango apparaît activé comme une danse publique aussi, mais il est présenté de manière différente de ce qu'on vient de voir. Et les danseurs apparaissent habillés comme s'ils étaient un gaucho, encore une fois. Étant donné que le tango trouve ses origines dans le contexte urbain, la figure de gaucho n'a qu'un rapport lointain avec le genre. C'est pourquoi on peut parler encore d'une activation incorrecte du tango liée à une perspective exotique. D'ailleurs, dans le film mentionné ci-dessus, le tango se déroule dans un contexte d'une querelle, homme-femme, ou femme-femme. Il convient de noter que les topics de la passion et du primitivisme sont ceux des aspects les plus utilisés historiquement pour l'exotisme. En ce qui concerne l'aspect musical, alors que dans le premier film, on peut observer l'accompagnement musical de 2 violons, d'un piano et de 2 guitares, dans le second, on voit apparaître 5 guitaristes. Il faut tenir compte que dans les années 1920, le bandoneon, comme j'ai dit, était déjà reconnu comme l'instrument caractéristique de l'orchestre de tango. Cependant, il n'apparaît pas dans aucun de ces exemples. Je montre un peu le deuxième exemple de film, parce que c'est pas l'image. Je fais comme ça, de toute façon, il était muet. Je ne sais pas si la musique était là. Dans le contexte argentin, le tango semble être activé dans le film d'une manière multiple et différente de ce qu'on vient de voir. J'ai trouvé principalement 4 façons d'activation, comme cadrage des chansons, où on voit une solo des chanteurs, de la chanteuse avec ou sans musicien qui l'accompagne, c'est une forme de vidéoclip.
Et dans le bal public, l'environnement urbain, avec toutes les classes sociales qui sont représentées, généralement accompagnées par des orchestres typiques composés de plusieurs bandoneons, en forme de concert dans des différentes formations instrumentales avec l'orchestre typique qui prédomine toujours et qui met en valeur la silhouette des chanteurs et de la chanteuse, et en tant que musique extra-diégétique. Dans ces cas, la plupart du temps, on voit que ces musiques apparaissent pour représenter le lieu emblématique de la ville de Buenos Aires. Je vous montre le petit extrait du film Tango de 1933 où on peut voir ces 4 formats. Je vous montre quand même, on peut voir les images. Ça, c'est bal public dans le contexte d'une convention, comme on vient de commenter. On voit derrière l'orchestre typica. Le bandoneon, le chant n'est pas habillé en gaucho, ça c'est clair. Les concerts, ce qui serait un café-concert. Aquí están botines viejos de mis tiritas andanzas, buscadores de esperanza que la vida nos trunca. Et comme musique extra-diégétique, en montrant les images de Riachuelo ou de Buenos Aires. Comme on peut le voir, dans le tango, dans le contexte argentin, est représenté au cinéma selon plusieurs des formes d'activation que j'évoquais auparavant, et en accordant une grande importance à l'aspect musical, en respectant la formation de l'orchestre typique, l'aspect populaire du genre et son caractère urbain aussi, associé directement à la ville de Buenos Aires. Après les années 50, la participation du tango au cinéma a diminué, tant dans le contexte national qu'international, à l'exception de quelques brèves apparitions en tant que musique extra-diégétique. On les retrouve comme protagonistes dans les années 70 dans le contexte international avec le polémique film Dernier Tango à Paris de Bernardo Bertolucci. Dans ces cas également, le tango apparaît comme une danse et l'aspect instrumental n'a aucune importance. Dans une scène qui dure presque 10 minutes, on ne voit l'orchestre typique pendant 2 secondes. Le scène de tango se déroule pendant que les protagonistes se disputent et s'enivrent. Et le titre de film fait référence à la dernière aventure de cette Américaine d'une 50aine d'années qui finit par être assassinée par le sujet de sa passion, une Parisienne de 20 ans. D'après les titres et ce qui se passe pendant cette longue scène de tango, on peut affirmer que le tango semble être le synonyme de passion, de folie, de trahison et de fatalité. Au niveau national, le tango revient dans le cinéma argentin une décennie et demie plus tard avec L'exil de Gardel, un film de Pino Solanas. Dans ce cas, le tango apparaît comme un symbole poétique en référence à l'identité argentine. Gardel est le symbole le plus important du tango en Argentine et Paris est la ville où se sont réfugiés des milliers d'exiliés politiques pendant la dernière dictature militaire. Les sections de tango illustrent les persécutions, les tortures infligées sur les corps des prisonniers politiques par les gouvernements dictatoriaux. Les valises apparaissent comme un symbole de l'exil, les vêtements déchirés des danseurs comme un symbole de la misère vécue, le train final comme un symbole de l'union des ex-exiliés qui, maintenant, dans le contexte de la démocratie, peuvent retourner dans le pays. Pour terminer, je voudrais montrer une vidéo que j'ai réalisée avec des sections de tango qui apparaissent dans des films états-uniens des dernières décennies. Comme on pourra le voir, le tango continue d'être activé dans l'actualité en tant que symbole de passion, de séduction, d'érotisme et de violence. Il est dépourvu d'identité, il n'a pas beaucoup d'importance au niveau musical. Les musiciens ou les instruments ne sont presque jamais montrés.
Dans les deux premiers cas, nous allons voir qu'elle est jouée avec un accordéon au lieu d'un bandoneon. Là, le dernier exemple, on pourra constater qu'il est activé avec des symboles de la culture espagnole et par chantant de flamenco d'une part. Et par exemple, on va voir que la danseuse a une fleur dans la tête, typique de la culture flamenco, des volants dans la jupe, et l'homme a fait deux chaises qui sont caractéristiques de la tauromachie. J'espère que ça se voit bien. Oh no. Tango. Oh shit, here we go. Harry, Ellen, guys, come on now, let's get distracted. Then, action! Then, suspicion! Jealousy! Anger! Betrayal! Where love is for the highest bidder, there can be no trust. Without trust, there is no love! Jealousy! Yes, jealousy! Will drive you mad! Well, I was in such a state of shock. I completely blacked out. I can't remember a thing. It wasn't until later, when I was washing the blood off my hands, I even knew they were dead. They had it coming! 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 All along. I didn't do it, but if I'd done it, how could you tell me that I was wrong? Satisfied? Not for years. It's all John, sweetheart. This out.
Comme conclusion, à partir de ce parcours, on a constaté qu'il y a multiples modes d'activation du tango, que celle-ci soulève justement le problème de l'identité de genre, de ce qu'est-ce que c'est le tango. C'est probablement la nature hybride du tango, c'est qu'habilite justement cette aperture à des modes multiples d'activation. Et ce n'est pas une musique qui est totalement écrite, on a vu que ça shoot les shades. Ce n'est pas non plus totalement populaire. On a vu qu'il y a eu beaucoup d'incorporation des autres musiques et des autres classes sociales aussi. Et on est dans des formes d'activation qui mettent justement de relief à la question de l'identité hybride de genre. On a pu constater qu'est-ce qui pourrait être une activation correcte sur le plan musical par rapport à les caractéristiques identitaires comme l'instrumentation, les rythmiques ou les modalités d'exécution. Mais on a pu aussi constater qu'il y a des facteurs qui sont d'ailleurs la musique, on va dire extra-musicale, et qui justement sont liés à la symbolique, comme j'ai dit au début, à l'ancrage socioculturel et à l'évolution historique du genre, et qui, comme on a vu, ont été modifiés à cause des multiples déplacements qui a vécu le genre et de son utilisation comme élément exotique, et ça continue, comme on voit, jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup.